Amis juristes, aujourd'hui nous allons parler du pouvoir de l'exécutif, c'est-à-dire du président de la République et du gouvernement. Et comme vous le savez sans doute, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et on va séparer cette vidéo en deux parties. Une partie sur les pouvoirs du président de la République et une partie sur les pouvoirs du gouvernement. Oui, parce que c'est pas la même chose, hein. Le président de la République, c'est le chef de l'État. Il fait pas partie du gouvernement, en fait. Donc c'est différent. Le gouvernement, c'est le Premier ministre, les ministres et tout ça. Commençons par le président de la République. Les trois missions du président, d'après l'article 5 de la Constitution, c'est d'abord, bien sûr, de veiller au respect de la Constitution, c'est d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État, et de garantir l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et le respect des traités internationaux. Donc évidemment, c'est un sacré gros projet tout ça, et pour accomplir cette noble tâche, il lui faut bien quelques pouvoirs. Et les pouvoirs du président de la République sont séparés en deux grandes catégories. Les pouvoirs propres Et les pouvoirs sales non. Donc je disais, les pouvoirs propres et les pouvoirs partagés. Les pouvoirs propres du président de la République sont ceux qu'il peut exercer seul, bien sûr sans le partager avec une autre institution, ou sans avoir besoin du contreseing ministériel, c'est-à-dire sans avoir besoin que le Premier ministre signe un bout de papier. Les pouvoirs propres du président de la République sont énumérés dans l'article 19 de la Constitution, et ils sont au nombre de 8. Ce sont les pouvoirs qui sont conférés par les articles 8, 11, 12, 16, 18, 54, 56, 61 de la Constitution. L'article 8, c'est sur le pouvoir de nomination du Premier ministre. L'article 11, bien sûr, c'est la tenue d'un référendum. L'article 12, c'est le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. L'article 16, ce sont les pouvoirs exceptionnels qui permettent au président de la République de devenir temporairement dictateur, en concentrant tous les pouvoirs entre ses mains, si jamais l'intégrité de notre territoire est menacée de manière grave et immédiate. L'article 18, c'est le droit de message, c'est-à-dire pouvoir transmettre au président des deux assemblées, le Sénat et l'Assemblée nationale, des messages à faire passer aux parlementaires. Et depuis la révision du 23 juillet 2008, le président de la République peut même s'adresser directement au Parlement, devant lui. L'article 54, c'est le droit de saisine du Conseil constitutionnel pour vérifier la constitutionnalité d'un traité. L'article 56, c'est la nomination de certains membres de ce Conseil constitutionnel. Et enfin l'article 61, c'est le droit de saisine du Conseil constitutionnel pour vérifier la constitutionnalité d'une loi. Voilà donc pour ce qui est de ces 8 pouvoirs des articles 8, 11, 12, 16, 18, 54, 56, 61, qui sont les pouvoirs que le président de la République peut exercer seul et sans partage. Tel n'est pas le cas évidemment des pouvoirs partagés, qui sont partagés avec le gouvernement et qui peuvent concerner les relations du président de la République avec le gouvernement, avec le Parlement, avec l'autorité judiciaire ou avec d'autres cas particuliers. Pour les pouvoirs partagés avec le Premier ministre et dans le cadre des relations du président avec le gouvernement, il y en a 4 principaux. C'est les articles 8, alinéa 2, 13 alinéa 1 et 2 et 71-1 de la Constitution. Mais en fait, dans le fond, tous les actes qui ne relèvent pas des pouvoirs propres du président de la République sont forcément contresignés par le Premier ministre ou par le ministre compétent, comme le dit l'article 19. Donc on va dire que c'est la règle générale, les pouvoirs propres étant une exception. Donc l'article 8 alinéa 2, c'est le pouvoir de nommer ou de révoquer les ministres d'État, les ministres délégués et les secrétaires d'État. L'article 13 alinéa 1, c'est le pouvoir de signer des actes réglementaires, à savoir donc les ordonnances ou les décrets délibérés en Conseil des ministres. L'article 13 alinéa 2, c'est le pouvoir de nomination aux emplois supérieurs de l'État, ça concerne près de 70 000 hauts fonctionnaires, c'est-à-dire les préfets, les ambassadeurs, les recteurs, les professeurs d'université, etc. Et enfin l'article 71-1, c'est le pouvoir de nommer le défenseur des droits. Le défenseur des droits qui est en fait bien sûr une personne, mais aussi et surtout une institution de l'État. C'est-à-dire que quand on parle de défenseur des droits, en fait on parle d'une institution qui regroupe plein de gens, et pas d'un seul type tout seul. Pour les pouvoirs partagés dans le cadre des relations du président de la République avec le Parlement, il y en a 4 aussi, ce sont les articles 10, alinéa 1 et 2, 30 et 89. L'article 10, alinéa 1, d'abord, c'est le pouvoir de promulguer par décret la loi qui a été votée par le Parlement dans les 15 jours suivant le vote. L'article 10, alinéa 2, nous dit cependant qu'il peut, s'il le souhaite, demander une nouvelle délibération sur le vote de cette loi, avant de la promulguer. C'est une sorte de droit de veto, en fait. Et comme tous les pouvoirs partagés, encore dans les pouvoirs partagés, je précise encore une fois que donc il doit faire signer cette demande, contresigner cette demande par le Premier ministre.
Bon, je pense que j'ai pas besoin de le préciser à chaque fois, hein, on est dans les pouvoirs partagés, donc je pense que c'est clair. Et l'article 30, c'est le pouvoir de convoquer le Parlement en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Premier ministre ou de la majorité des députés. Et l'article 89, enfin, c'est le pouvoir d'initiative de la révision constitutionnelle, un pouvoir qu'il détient concurremment avec les parlementaires. Et c'est lui qui décide de soumettre à ratification le projet ou la proposition de loi constitutionnelle. Et enfin, pour les pouvoirs partagés concernant ses relations avec l'autorité judiciaire, on peut citer l'article 17. L'article 17 qui concerne le droit de grâce présidentiel, donc un droit de grâce, c'est-à-dire une remise de peine totale ou partielle. Et enfin, pour les cas particuliers de pouvoir partagé, on peut citer l'article 15 de la Constitution, hein, qui fait du président de la République le chef des armées, l'article 14 qui donne le pouvoir de nommer les ambassadeurs et les émissaires auprès des pays étrangers, et puis l'article 52 qui permet de négocier et de ratifier les traités. Bon alors bien sûr, en période de cohabitation, donc quand le Premier ministre n'est pas de la même couleur politique que le Président de la République, tous ces pouvoirs partagés, là, le Président de la République en est amputé, hein, parce que le Premier ministre, presque systématiquement, il va refuser de contresigner les actes que le Président de la République veut faire passer. Donc en fait, c'est pour ça que le président de la République a beaucoup moins de pouvoir en période de cohabitation, parce qu'il possède réellement que ses pouvoirs propres, en fait. Mais je vous le demande, que serait un président de la République sans son gouvernement? Bon alors le gouvernement, en fait, c'est l'administration, hein, ou pour être plus précis, la tête de l'administration. Donc en fait, la composante centrale du pouvoir exécutif. Mais il faut d'abord identifier de quoi est composé le gouvernement. Bon d'abord, il y a le Premier ministre, hein, qui a une sorte d'autorité sur les autres ministres, mais qui n'en est pas officiellement le supérieur hiérarchique. Ensuite, il y a les ministres d'État. Bon alors en fait, c'est juste des ministres normaux, hein, mais à qui on a donné une sorte de titre honorifique pour les mettre en avant. C'est un titre honorifique ministre d'État qui vient de l'ancien régime, donc vous voyez, c'est un peu vieux. C'est vraiment juste pour le prestige. Ensuite, il y a les ministres, hein, avec le titre normal, qui assure donc la direction d'un département ministériel spécifique. La santé, l'agriculture, la défense, tout ça. Bon, alors évidemment, il y a certains postes de ministres qui sont plus prestigieux que d'autres, hein. C'est sûr que, par exemple, je sais pas, l'intérieur, les affaires étrangères, ça sera occupé par des cadres plus importants du parti politique au pouvoir. Ensuite, il y a les ministres délégués, hein, qui font partie du gouvernement, qui ont le titre de ministre, mais qui n'ont pas la charge, en fait, de la direction d'un département ministériel spécifique. Ensuite, il y a les secrétaires d'État, hein, qui sont rattachés soit au Premier ministre, soit à un ministère en particulier. En gros, ils font exactement le même boulot qu'un ministre délégué, hein, le même boulot d'adjoint, on va dire, sauf que eux, ils ont pas le titre de ministre. Donc en gros, ils assistent pas au conseil des ministres. Ils ont pas leur petite entrée VIP, hein, ils sont refoulés par le videur à l'entrée. Et puis enfin, on peut citer une étrangeté appelée le haut commissaire, qui est une catégorie de membres du gouvernement apparue en 1917, disparue en 1959, puis réactivée par François Fillon en 2007. Bon alors en gros, ils sont ni vraiment ministres, ni vraiment des sous-fifres, et je vois pas comment mieux vous définir ça. Bon alors à pas confondre avec le haut commissaire de la République quand même, hein, qui lui est l'autorité déconcentrée équivalente au préfet dans certaines anciennes colonies françaises, comme par exemple le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Bon, maintenant qu'on sait de quoi est composé le gouvernement, il va falloir se pencher sur son fonctionnement. Alors il assure la direction de l'administration au travers de plusieurs formations qu'on appelle le Conseil des ministres, le Conseil de cabinet, le Comité ministériel et le Comité restreint. Alors, le Conseil des ministres, c'est la seule formation collégiale du gouvernement qui soit inscrite dans la Constitution. C'est traditionnellement la réunion de tous les ministres, tous les mercredis matins, au Palais de l'Élysée, sous la présidence du président de la République. Le Conseil des ministres adopte des projets de loi, signe des ordonnances, et aussi des décrets qu'on appelle des décrets délibérés en Conseil des ministres. Le Conseil de cabinet est aussi une réunion des membres du gouvernement, mais cette fois sous la présidence du Premier ministre. Donc évidemment, en temps de cohabitation, c'est là le véritable siège du pouvoir exécutif, hein, en fait, parce que le président de la République est absent de cette réunion des membres du gouvernement. Les comités interministériels, ensuite, sont également présidés par le Premier ministre, mais ils servent à organiser l'action publique autour de certains problèmes particuliers. Et enfin, les comités restreints, c'est la même chose que les comités interministériels, sauf que c'est présidé par le président de la République lui-même. Et maintenant, attardons-nous sur les prérogatives spécifiques du Premier ministre, qui partage le pouvoir exécutif avec le président de la République. Alors souvenez-vous, dans ma vidéo sur les régimes politiques et la séparation des pouvoirs, je vous avais dit qu'en fait le Premier ministre, il avait été rajouté dans les régimes parlementaires
pour faire tampon entre l'Assemblée parlementaire et le chef de l'État. Donc c'est un poste tampon, et c'est ce qui explique qu'en fait les pouvoirs du Premier ministre sont partagés, en quelque sorte sont séparés entre les pouvoirs vis-à-vis du pouvoir exécutif et les pouvoirs vis-à-vis du pouvoir législatif. Tout d'abord, au sein de l'exécutif, le Premier ministre propose au président de la République la nomination et la révocation des différents membres du gouvernement. Ça, c'est l'article 8 alinéa 2 de la Constitution dont on avait parlé tout à l'heure. Le Premier ministre adresse des instructions aux membres du gouvernement par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des circulaires. Le Premier ministre arbitre les litiges et les désaccords qu'il peut y avoir entre les ministres. Le Premier ministre, contrairement au président de la République, possède le pouvoir réglementaire. C'est-à-dire le pouvoir de passer des règlements. Vous savez, les règlements, c'est les normes produites par le pouvoir exécutif. Les normes produites par le pouvoir législatif, c'est des lois, et les normes produites par le pouvoir exécutif, c'est des règlements, hein, les décrets, les arrêtés. Et vous pouvez trouver les champs de compétences de ces différents types de normes dans les très importants articles 34 et 37 de la Constitution, dont on vous rabâchera sans arrêt le contenu dans vos cours de droit constitutionnel. D'ailleurs, lisez et apprenez les articles 34 et 37. Hein. C'est quand même la délimitation entre le champ de compétences de la loi et du règlement, quoi. Donc en quelque sorte une manifestation quand même de la séparation des pouvoirs. Et donc le Premier ministre est censé non seulement assurer l'exécution des lois votées par le pouvoir législatif, hein, ça c'est l'article 21 de la Constitution, mais il a aussi un pouvoir réglementaire autonome, c'est-à-dire rien qu'à lui, quoi, grâce à l'article 37 de la Constitution. Et ça, le président de la République, il n'a pas le pouvoir réglementaire autonome. Lui, il est obligé, s'il veut passer des règlements, d'avoir le contre-seing ministériel, le contre-seing du Premier ministre, qui explique pourquoi, en temps de cohabitation, le président de la République ne peut pas passer des règlements. Le Premier ministre nomme aussi aux emplois civils et militaires, hein, et fonctionnaires et tout ça. Donc il partage ce pouvoir de nomination avec le président de la République, comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est l'article 21 de la Constitution. Le Premier ministre est aussi responsable de la défense nationale, ça c'est l'article 21 encore une fois, et pas chef des armées par contre, hein, attention, le chef des armées c'est bel et bien le président de la République, comme le dit l'article 15 de la Constitution, ça on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, en cas d'absence du président de la République, le Premier ministre préside le Conseil des ministres, encore l'article 21. Enfin, on peut dire que généralement, en fait, le Premier ministre contresigne tous les actes qui ne relèvent pas du pouvoir propre du président de la République. Bon, puis on pourrait rajouter aussi que le Premier ministre peut engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale, avec l'article 49 alinéa 1, 49 alinéa 3, et puis aussi faire une déclaration d'approbation de politique générale devant le Sénat avec l'article 49 alinéa 4. Et ça nous fait une bonne transition pour passer à la partie des pouvoirs du Premier ministre qui sont en rapport avec le pouvoir législatif. Bon alors d'abord le Premier ministre peut décider de la tenue de jours supplémentaires de séances d'une assemblée, après la consultation bien sûr du président de l'assemblée concernée, ça c'est l'article 28 de la Constitution. Ensuite le Premier ministre peut demander au président de la République de convoquer le Parlement en session extraordinaire, ça c'est l'article 29 de la Constitution. Le Premier ministre peut demander aussi aux assemblées de siéger en comité secret, ça c'est l'article 33 de la Constitution. Puis le Premier ministre détient quand même l'initiative des lois, concurremment avec les membres du Parlement, ça c'est l'article 39 de la Constitution. Donc comme vous le savez, quand c'est le pouvoir exécutif qui propose une loi, ça s'appelle un projet de loi, et quand c'est le pouvoir législatif, quand c'est l'Assemblée, ça s'appelle une proposition de loi. Mais dans les deux cas, que ce soit un projet de loi ou une proposition de loi, ensuite c'est voté par les parlementaires, hein, donc ça émane bien du pouvoir législatif. Ensuite, le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel s'il y a un désaccord entre lui et les présidents d'Assemblée à propos de l'inscription à l'ordre du jour d'un projet de loi. Donc ça c'est encore l'article 39 de la Constitution. Le Premier ministre peut également saisir le Conseil constitutionnel pour contrôler la constitutionnalité d'une loi ordinaire, d'une loi organique ou d'un engagement international, mais aussi pour se prononcer sur le caractère réglementaire d'une disposition législative par exemple. C'est-à-dire, si le Premier ministre estime qu'une loi qui est passée, une disposition législative donc appartient au champ d'application, au domaine réglementaire de l'article 37, dans ce cas-là, il pourra demander au Conseil constitutionnel de confirmer, de se prononcer là-dessus. Ensuite, le Premier ministre peut aussi provoquer la réunion de la commission mixte paritaire pour accélérer l'adoption d'un texte de loi. C'est l'article 45 alinéa 2. D'ailleurs, il y a une autre petite astuce aussi que le gouvernement peut utiliser pour accélérer le vote d'un texte de loi, parce que vous savez que normalement le pouvoir législatif, il se prononce sur chaque article du texte de loi, ça peut être très très long. Donc du coup, il y a aussi la procédure de l'article 44 alinéa 3.
C'est marrant parce que tous les gens connaissent le 49.3, bien sûr, c'est très médiatisé, mais personne ne connaît le 44.3, qui est aussi une procédure assez dingue, qui permet, enfin assez puissante du gouvernement, qui permet d'obliger le Parlement, d'obliger l'Assemblée à se prononcer sur tout un texte dans son ensemble d'un coup, à faire le vote du projet de loi sur l'ensemble du texte et pas sur chaque petit article en particulier. Donc, ou alors ça lui permet aussi de regrouper des tas d'articles et de faire voter des parties du texte de loi en entier, comme ça en bloc. Bon, ensuite continuons, le Premier ministre peut aussi demander au président de la République une révision constitutionnelle, de lancer une révision constitutionnelle, c'est l'article 89, on en a parlé. Et enfin, il y a le plus célèbre des articles, le plus médiatisé, l'article 49.3, qui permet au Premier ministre d'engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte de loi. Alors en fait, cet article, en substance, ça sert tout simplement au Premier ministre à dire soit vous votez cette loi en entier, là, en un bloc, sans la délibérer, soit vous nous virez, moi et tous les ministres. Donc, le Parlement, les parlementaires, on leur met un petit couteau sous la gorge, hein. On leur dit, même si vous n'êtes pas d'accord, vous votez, sinon votre majorité, votre gouvernement de majorité, il dégage, quoi. Donc c'est quand même du chantage. Et c'est là que se termine cette vidéo sur le pouvoir exécutif. Bon, alors évidemment, vous avez remarqué que j'ai pas développé dans les détails des articles de la Constitution et de chaque pouvoir. J'ai donné dans les grandes lignes les pouvoirs que possédait le président de la République, chef de l'État, et puis le Premier ministre et le gouvernement. Donc les pouvoirs du pouvoir exécutif, mais j'ai pas développé, parce que comme ça, vous avez surtout, on va dire, l'armature de la matière, vous avez une vision schématique de la chose, donc c'est plus facile à synthétiser. Après, si vous voulez vérifier dans les détails chaque article de la Constitution, chaque pouvoir, allez vérifier dans les détails. Déjà, au moins, vous avez une vision schématique de la chose, une vision d'ensemble. Et c'est mon but, parce que sinon, j'allais pas passer des heures sur ce thème-là. Et puis la prochaine vidéo, la vidéo numéro 9, sera bien entendu sur le pouvoir législatif. Voilà, c'est tout pour moi. La séance est levée.